Gracchus raconte, présente Stephen King. Un dernier pour la route. Il était 22h15 et Herb Tucklander s'apprêtait à fermer pour la nuit lorsque l'homme au manteau fantaisie et au visage blême entra en coup de vent au Tookie's Bar, qui était situé au nord de Falmouth. C'était le 10 janvier et dehors, un vent de tous les diables soufflait du nord-est. Il était tombé 15 centimètres de neige avant la nuit, et depuis les choses n'avaient fait qu'empirer. 2 fois déjà nous avions vu passer Billy Larrabee, perché dans la cabine du chasse-neige municipal, et la seconde fois, Tookie avait couru lui porter une bière. Billy lui avait dit qu'il continuerait à dégager la grande route, mais que les voies secondaires risquaient de rester fermées jusqu'au lendemain matin. La radio de Portland prévoyait 30 nouveaux centimètres de neige et un vent de 60 km à l'heure pour alimenter les congères. Seul Tookie et moi nous trouvions encore dans le bar. « Un petit dernier pour la route, Booth ?» me proposa Tookie. « Je vais fermer. » Il remplit 2 verres. C'est alors que la porte s'ouvrit à grand fracas et que cet étranger entra, de la neige sur les épaules et plein les cheveux. Il traînait après lui un mince drap de neige que le vent soulevait en vagues. « Fermez la porte !» rugit Tookie. « On vous a élevé dans une étable ?» Je n'avais jamais vu un tel effroi sur le visage d'un homme. Il roula des yeux fous en direction de Tookie et articula « Ma femme, ma fille !» puis s'écroula sur le plancher, raide comme la mort. « Nom de Dieu !» fit Tookie. « Ferme la porte, tu veux, Booth ?» Je m'exécutais péniblement, car avec ce vent, ce n'était pas de la tarte. Agenouillé, Tookie se mit à tapoter les joues du type. Je m'approchai. Ce n'était pas beau à voir. Son visage était en feu, mais çà et là, je discernais des petites taches grises. Et quand on a passé, comme moi, tous les hivers dans le Maine depuis la présidence de Woodrow Wilson, on sait que ces petites taches grisâtres caractérisent les gelures. « Évanoui, » constata Tookie. « Tu prends le brandy derrière le comptoir, s'il te plaît ?» Le temps de revenir, Tookie avait dégrafé le manteau de l'homme qui commençait à reprendre ses esprits. Il avait entrouvert les yeux et marmonné d'une façon inaudible. « Verse-en une lampée, » me dit Tookie. « Une seule ? C'est de la vraie dynamite, » m'affirma Tookie. « Pas la peine de noyer le moteur. » Je versai une rasade au fond du verre et interrogeai Tookie du regard. « Allez hop, dans le gosier !» La réaction fut immédiate. L'homme fut agité d'un tremblement et se mit à tousser. De rouge, son visage devint écarlate. J'étais légèrement inquiet, mais Tookie se contenta de l'asseoir et de lui taper dans le dos. L'homme eut un haut-le-cœur et Tookie lui asséna quelques nouvelles claques. « Hé, crache pas ça !» fit-il. « C'est du brandy de première. » L'homme fut encore secoué par quelques quintes, puis se calma. Je pus pour la première fois l'observer à mon aise. Un type de la ville, qui venait sans doute de quelque part au sud de Boston. Il portait des gants ridicules, coûteux, mais bien trop fins. Il devait y avoir d'autres petites taches grises sur ses mains, et il aurait de la chance si on ne l'amputait pas d'un doigt ou deux. Son manteau était à la mode, d'accord. C'était tout juste si ses boots lui couvraient les chevilles, et je commençais à m'interroger sur l'état de ses orteils. « Je me sens mieux, » fit-il enfin. « Parfait, » répondit Tookie. « Pouvez-vous vous approcher du feu ?»« Ma femme, ma fille, elles sont restées là-bas dans la tempête. »« J'avais deviné quand vous êtes entré qu'elles n'étaient pas à la maison en train de regarder la télé, mais... » poursuivit Tookie. « Vous seriez mieux près du feu pour nous raconter tout ça. Aide-moi, Booth. » L'inconnu parvint à se lever, mais l'effort lui arracha un grognement de douleur. Je me posais toujours des questions au sujet de ses orteils. J'aurais bien voulu savoir si sa femme et sa petite étaient vêtues plus chaudement que lui. Nous approchâmes de la cheminée et l'assîmes dans le rocking chair qui avait été le siège préféré de Madame Tookie avant qu'elle nous quitte en 74. En fait, l'endroit ressemble plus à une auberge qu'à un bar avec son parquet au latte chevillé et non cloué, avec son comptoir en bois d'érable, sa charpente chevronnée à l'ancienne et son immense cheminée de pierre. Nombreuses étaient les nuits d'hiver comme celle-ci que Tookie et moi passions à boire un whisky allongé d'eau ou tout simplement quelques bières. Ma bonne Victoria m'a quitté en 73, et le Tookie's Bar était l'endroit où suffisamment de voix se faisaient entendre pour étouffer le sinistre tic-tac du compte à rebours final. Même si Tookie et moi y étions seuls, ça me suffisait encore. Nous avons installé le type devant le feu.
ce qui n'empêcha pas son tremblement de s'accentuer. Il emprisonna ses genoux de ses bras, ses dents se mirent à claquer et son nez à couler. Je pense qu'il commençait à se rendre compte qu'il n'aurait pas survécu 15 minutes de plus dans la tourmente. Ce n'était pas tant la neige que le vent qui vous refroidissait jusqu'aux os. « Où avez-vous laissé la voiture ?» lui demanda Touki. « À 9 kilomètres d'ici, » bredouilla-t-il. Touki et moi échangeâmes un regard, et tout à coup, je sentis le froid me submerger. « Vous en êtes sûr ?» lui demanda Touki. « Vous avez parcouru 9 kilomètres dans la neige. » Il hocha la tête. « J'ai regardé le compteur kilométrique quand nous sommes sortis de la ville. Je suivais les indications. On allait à Cumberland. On vient du New Jersey. »« 9 kilomètres, insista Touki. Vous en êtes bien sûr ? » ?»« Absolument certain. J'ai repéré l'embranchement, mais la route était... Elle était ensevelie. » Touki lui saisit le bras. À la lueur vacillante des flammes, son visage pâle et tendu paraissait avoir vieilli de 10 ans. « Vous avez pris à droite ? » ?»« C'est ça, à droite. Ma femme... » »« Vous avez vu un panneau ? » ?»« Un panneau ?» Il leva un regard sans expression vers Touki et essuya le bout de son nez. « Bien sûr que j'en ai vu un. Je ne faisais que suivre les instructions qu'on m'avait données. Enfiler Joyner Avenue, traverser Jérusalem Slot et prendre la bretelle pour la 295. » Il nous interrogea du regard. « Il ne fallait pas, monsieur ?»« Jérusalem Slot, » prononça Touki. « Oh mon Dieu !»« Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de l'homme avait monté d'un ton. « Je n'aurais pas dû. La route paraissait enneigée, mais j'ai pensé que s'il y avait une ville là-bas, on ferait sortir le chasse-neige, et alors je... » Sa voix se brisa. « Booth, » me souffla Touki. « Appelle le shérif. »« C'est ça, » fit ce demeuré du New Jersey. « Allez-y. Qu'est-ce qui vous prend, les gars ? Vous avez vu un fantôme ?»« Il n'y a pas de fantôme à Jérusalem Slot, monsieur, » lui répondit Touki. « Vous leur avez dit de rester dans la voiture ?»« Évidemment, » répondit-il comme si on l'avait insulté. « Je ne suis pas cinglé. »« Eh bien, ça restait à démontrer. »« Quel est votre nom ?» lui demandai-je. « C'est pour le dire au shérif. »« Lumley. Gérard Lumley. » Je me dirigeai vers le téléphone tandis qu'il continuait de discuter avec Touki. Je n'entendis rien d'autre dans l'écouteur qu'un silence mortel. Je tentai à plusieurs reprises d'obtenir la tonalité, mais en vain. Lorsque je les rejoignis, Touki avait versé à Gérard Lumley une nouvelle rasade de brandy qu'il avala sans difficulté. Il était sorti, s'enquit Touki. La ligne était coupée. Quelle connerie, laissa échapper Touki. Dehors, le vent forcissait encore, projetant des paquets de neige contre les fenêtres. « Aucun de vous de notre voiture ?» demanda Lumley. À nouveau, l'inquiétude perçait dans sa voix. « Elles sont obligées de laisser le moteur tourner à cause du chauffage. Il n'y avait pas beaucoup d'essence dans le réservoir et j'ai mis 1h30 pour... »« Eh, mais vous allez me répondre ?» Il se leva et empoigna Touki par le col. « Monsieur, » fit Touki, « je crains que vous ne soyez en train de perdre votre sang-froid. » Lumley contempla ses mains, puis Touki. Constatant qu'il maltraitait un homme âgé, il laissa retomber ses bras. « Le Maine !» cracha-t-il. On eût dit qu'il proférait un juron. « C'est bon, » fit-il. « En ce cas, où se trouve la station-service la plus proche ? Ils doivent bien avoir une dépanneuse. »« La plus proche se trouve en plein centre de Falmouth, » répondis-je. « C'est à 5 kilomètres d'ici. »« Merci, » fit-il, un brin sarcastique, et il se dirigea vers la porte en reboutonnant son manteau. « Elle va être fermée, » ajoutai-je. Il se retourna lentement pour nous examiner. « Tu te paies ma tête, grand-père ?» Ce qu'il veut vous expliquer, c'est que la station appartient à Billy Larrabee, et que c'est précisément Billy qui conduit le chasse-neige, espèce de petit con, lui rétorqua posément Touki. Maintenant reviens t'asseoir avant que le sang ne gèle dans tes veines. Lumley se ravisa, ébranlé, pour ne pas dire affolé. Si je comprends bien, vous me dites que vous ne... Je ne vous dis rien du tout, coupa Touki. C'est vous qui parlez tout le temps, et si vous vous taisiez une minute, on aurait peut-être une chance de pouvoir réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ce bled, Jérusalem Slot ? Demanda-t-il. Pourquoi la route était-elle impraticable ? Pourquoi n'y a-t-il pas le moindre éclairage ? Ce fut moi qui répondis. Jérusalem Slot a été détruite par le feu, voici 2 ans. Et on l'a jamais reconstruite ? On eût dit qu'il refusait de le croire.
Apparemment. Je regardais Touki. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les laisser là-bas, répondit-il. Je m'approchai de Lumley, qui près de la fenêtre tentait de percer l'obscurité de cette nuit neigeuse. Et si on arrive trop tard? Demandai-je. On verra, dit Touki. Difficile à prévoir. Ma Bible est sur l'étagère. Tu portes toujours ta croix bénite? Je sortis le petit crucifix de ma chemise et le lui montrai. J'appartiens à une famille de congrégationnistes, mais de toute façon, la plupart des gens qui vivent autour de Jérusalem Slot portent quelque chose sur eux. Un crucifix, une médaille de Saint-Christophe, un chapelet. Car il y a 2 ans, dans le courant d'un sombre mois d'octobre, le malheur s'abattit sur Jérusalem Slot. Il y eut tout d'abord des disparitions mystérieuses. Quelques-unes pour commencer, puis d'autres, mais jamais beaucoup à la fois. Les écoles furent fermées. Pendant près d'1 année, la ville resta abandonnée. Oh, bien sûr, des gens essayèrent de s'y installer. Tous des cinglés venus d'ailleurs, attirés, je suppose, par le prix dérisoire des propriétés. Mais ils ne firent pas de vieux os. La plupart déménagèrent 1 mois ou 2 après leur arrivée. Quant aux autres, eh bien, ils disparurent. Puis la ville brûla jusqu'à la dernière planche. C'était à la fin d'un automne particulièrement sec. On a dit que l'incendie avait pris naissance dans la Marston House, sur la colline qui surplombe Jointer Avenue. Mais à ce jour, personne ne sait encore quelles en furent les causes. Il fit rage pendant 3 jours. Après cela, pendant quelque temps, la situation parut s'améliorer. Et puis ils ont recommencé. Je n'ai entendu prononcer le mot « vampire » qu'une seule fois. Un chauffeur de poids lourd, à moitié fou et sérieusement imbibé, nommé Richie Messina, qui venait de la direction de Freeport. Il se trouvait au Toukies cette nuit-là. « Nom de Dieu !» rugit cette grande gueule du haut de ses 2 mètres habillée d'un pantalon de lainage, d'une chemise épaisse et de bottes en cuir. « Vous avez donc à ce point-là la trouille de le dire? Des vampires! C'est à ça que vous pensez tous, pas vrai? Nom d'un Christ qui monte aux cieux dans sa fumée à vapeur. On dirait une bande de mômes en train de regarder Dracula à la télé. Vous savez ce qu'il y a là-bas, à Salem Slot? Vous voulez que je vous le dise? On t'écoute, Richie, l'encouragea Touki. Le silence s'était fait dans le bar. On pouvait entendre le bois crépiter dans l'âtre, et dehors, le léger clapotement de la pluie de novembre. Ce qui se trouve là-bas, c'est votre vieille peur du loup qui remonte à la surface, commença Richie. Ça, et tout un tas de vieilles bonnes femmes qui adorent les histoires de fantômes. Quant à moi, pour 85, je vais là-bas et je passe la nuit dans une de ces baraques hantées qui vous filent tellement la frousse. Eh ben, y a quelqu'un qui prend le pari? Mais personne ne s'y risqua. Richie était une grande gueule d'ivrogne et personne ne verserait une larme sur sa dépouille. Mais aucun d'entre nous ne serait allé jusqu'à l'envoyer à Jérusalem Slot la nuit tombée. Oh, allez vous faire foutre, lança Richie. J'ai mon fusil dans le coffre de mon Chevrolet et ça arrêtera n'importe quoi à Falmouth, à Cumberland ou à Jérusalem Slot. Eh, précisément, c'est là que je vais. Il sortit en claquant la porte et pendant un bon moment, personne ne pit pas mot. Puis l'amant Henry déclara d'un ton étonnamment calme « C'est la dernière fois que vous voyez Richie Messina. Dieu ait son âme. » Et comme il avait été depuis le berceau élevé dans la foi méthodiste, l'aumône se signa. « Quand il aura dessoulé, il changera d'avis, » affirma Touki. Mais il manquait de conviction. « Il reviendra avant la fermeture, pour nous affirmer que c'était une blague. » La suite donna raison à Lamont, car personne ne revit jamais Richie. Sa femme déclara aux flics qu'il avait probablement filé en Floride pour échapper à ses créanciers. Mais on pouvait lire dans ses yeux fiévreux, apeurés, qu'elle n'y croyait pas. Quelque temps après, elle partit s'installer dans Rhode Island. Peut-être craignait-elle que Richie ne vienne la reprendre par une sombre nuit. Je remis le crucifix dans ma chemise. Jamais de ma vie je m'étais senti aussi vieux, aussi terrifié. « On ne peut pas les laisser toutes seules là-bas, Booth, » insista Touki. « Oui, je sais. » Nous échangeâmes un long regard, puis il posa une main sur mon épaule. « Toi au moins t'es un homme, Booth. Cela suffit à me redonner un peu de courage. On dirait que quand vous avez passé les 70 ans,
Les gens oublient que vous êtes un homme, ou même que vous en avez été un. Touki s'approcha de Lumley et lui dit « J'ai une scout au garage. Je vais la sortir. » « Bon Dieu, vous auriez pu dire ça un peu plus tôt, non ?» Faisant volte-face, il foudroya Touki du regard. Très calmement, Touki lui répondit « Vous fermez votre gueule. Et s'il vous vient l'envie de l'ouvrir, essayez de vous souvenir que c'est vous qui vous êtes engagé sur cette route enneigée dans ce foutu blizzard. » Lumley faillit rétorquer quelque chose, mais finalement suivit le conseil de Touki. Ses joues avaient pris une teinte cramoisie. Touki se rendit au garage pour sortir la scout. J'allai chercher la flasque chromée derrière le bar et la remplis de brandy, supposant que nous en aurions besoin avant la fin de la nuit. Le blizzard du Maine, vous connaissez ? La neige tombe en flocons si serrés que quand il frappe les flancs de votre voiture, on dirait une tempête de sable. Impossible de mettre les pleins phares car la neige absorbe la lumière d'une telle façon que vous ne voyez plus à 30 mètres. Avec les codes, la visibilité est un peu meilleure, mais la neige, je la supporte. Ce que je déteste, c'est le vent quand il forcille et commence à mugir, sculptant des masses de flocons de 1000 façons éphémères. On dirait qu'il charrie alors toute la douleur, toute la haine et toute la peur du monde. C'est la mort qui parle par la bouche d'une tempête de neige, une mort blanche et peut-être quelque chose qui se trouve au-delà de la mort. Ce n'est pas une rumeur agréable à entendre quand vous êtes confortablement bordé dans votre lit, bien à l'abri des volets fermés et des portes verrouillées. Mais c'est bien pire encore quand vous conduisez. Et nous nous dirigeons tout droit vers Jérusalem-Slot. « Ça vous ennuierait de vous dépêcher un peu ?» demanda Lumley. « Pour un homme qui est arrivé ici à demi gelé, répondis-je, vous êtes foutrement pressé de retourner mourir dans la neige. » Choqué, il m'adressa un regard peu amène, mais la conversation en resta là. Nous remontions la grande route à une vitesse régulière de 30 km à l'heure. Il était difficile de croire que Billy Larrabee avait dégagé cette portion de chaussée 1 heure auparavant. 5 bons centimètres de neige étaient déjà retombés, et cela continuait. Les rafales les plus violentes chahutaient la scout sur ses amortisseurs. Les phares n'éclairaient que d'impalpables tourbillons blancs. Nous n'avions pas croisé la moindre voiture. Après un silence qui dura 10 minutes, Lumley s'étrangla. « Hé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il désignait quelque chose à droite du véhicule. J'avais les yeux perdus dans le vide et quand je me retournai, c'était un rien trop tard. Il m'avait semblé apercevoir une forme fugitive qui s'évanouit dans la neige derrière notre voiture. Mais peut-être n'avait-ce été que le fruit de mon imagination. « Qu'est-ce que c'était ?» demandai-je. « Un cerf ?» « Je suppose, » répondit Lumley, ébranlé. « Mais ses yeux, il avait les yeux rouges. » Il me regarda. « Les yeux d'un cerf sont-ils rouges la nuit ?» Sa voix s'était faite presque suppliante. « Ils peuvent avoir n'importe quelle couleur, l'assurai-je, en me disant qu'après tout ce pouvait être vrai. Mais j'avais souvent aperçu des cerfs la nuit, par la vitre d'une voiture, sans jamais détecter la moindre lueur rouge dans leurs yeux. » Touki resta à l'écart de la discussion. Un quart d'heure plus tard, nous parvînmes à un carrefour. « Je crois que nous avons tourné là, » dit Lumley, pas très sûr de lui. « Je ne vois pas le panneau. »« Le voilà, » répondit Touki. J'avais peine à reconnaître sa voix. Seul le haut est encore visible. « Oh, bien sûr. » Lumley parut soulagé. « Écoutez, monsieur Tucklander, je suis désolé de m'être emporté tout à l'heure. J'avais froid, j'étais inquiet. Et je m'en voulais terriblement. Alors je voudrais vous remercier tous les deux. »« Ne nous remerciez pas avant qu'elles soient toutes les deux en sûreté dans la voiture, » répondit Touki. Il passa sur 4 roues motrices et se fraya un chemin parmi les monticules de neige pour rejoindre Jointer Avenue, qui traverse Jérusalem-Slot pour couper ensuite la 295. Le garde-boue fit voler des giclées blanches. Les roues arrière patinèrent, mais Touki conduisait sur la neige depuis que les cerises ont une queue, et tout rentra dans l'ordre. De temps en temps, les phares éclairaient les traces révélatrices d'autres pneus, celles laissées par le véhicule de Lumley, mais déjà la neige les avait presque recouvertes. Le nez collé au pare-brise, Lumley tentait d'apercevoir sa voiture. Et tout à coup, Touki lui dit « Monsieur Lumley ?»« Quoi ?»« Les gens d'ici sont plutôt superstitieux dès qu'il s'agit de Jérusalem-Slot, » continua Touki d'un ton qui se voulait calme. Mais les profonds sillons que la tension avait creusés autour de sa bouche ne m'avaient pas échappé.
non plus que la façon incessante dont son regard sautait d'un point à un autre. Si votre famille se trouve dans la voiture, eh bien, c'est parfait. Nous les faisons monter dans la Scout et nous retournons chez moi. Et demain, quand la tempête sera tombée, Billy se fera un plaisir de remorquer votre véhicule jusqu'à la nationale. Mais si elles ne sont pas dans la voiture... Pas dans la voiture? Le coupa sèchement Lumley. Pourquoi ne seraient-elles pas dans la voiture? Si elles ne sont pas dans la voiture, poursuivit Touki sans paraître remarquer l'interruption. Nous allons faire demi-tour, rouler jusqu'à Falmouth et sonner le shérif. Il serait ridicule d'aller errer en pleine nuit dans cette tempête de neige. Mais elles seront dans la voiture. Où voulez-vous qu'elles soient? Encore une chose, monsieur Lumley, interviens-je. Si nous rencontrons quoi que ce soit, nous ne lui adressons pas la parole, pas même s'il nous parle. Me fais-je bien comprendre? Comme à regret, Lumley demanda « Mais ces superstitions, qu'est-ce que cela veut dire au juste ?» Avant que j'aie pu proférer le moindre mot, et Dieu seul sait ce que j'aurais bien pu répondre, Touki freina. « Nous y voilà !» Il s'était arrêté derrière une grosse Mercedes. Le toit de la voiture avait été complètement enseveli par la neige, et une autre rafale avait muré tout le côté gauche de la Mercedes. Mais les feux arrière étaient allumés et nous pouvions voir de la neige fondue goûter du pot d'échappement. « Elles n'ont pas manqué d'essence au moins, » constata Lumley. Touki serra le frein à main de la Scout. « Vous vous souvenez ce que Booth vous a dit, Lumley ?»« Mais oui, mais oui. » Mais seul le sort de sa femme et de sa fille le préoccupait, et je ne vois pas comment on aurait pu l'en blâmer. « Tu te sens prêt, Booth ?» me lança Touki. Son regard plongea dans le mien, sombre et lugubre dans la clarté du tableau de bord. « Il faut bien, » répondis-je. Nous sortîmes de la voiture, et le vent nous happa. Les rafales de neige nous cinglèrent le visage. Courbé dans la tourmente, Lumley marchait en tête, son léger par-dessus flottant derrière lui. Deux ombres l'escortaient, l'une projetée par les phares de la Scout, l'autre par les feux de position de la Mercedes. Je le suivais et Touki fermait la marche. Quand je fus parvenu près du coffre de la Mercedes, Touki me prit le bras. « Laisse-le faire, » dit-il. « Janie? Francie ?» cria Lumley. « Tout va bien ?» Il ouvrit la portière côté chauffeur et posa un genou sur le siège. « Tout va. » Il se figea. Une rafale lui arracha la lourde portière des mains et l'ouvrit toute grande. « Nom de Dieu, Booth !» Le mugissement du vent couvrait presque la voix de Touki. « Je crois que ça a recommencé. » Lumley se tourna vers nous. On pouvait lire sur son visage une frayeur et une stupéfaction intenses. Brusquement, il se précipita vers nous, si vite qu'il dérapa et faillit tomber. Il m'écarta comme si je n'existais pas et se mit à secouer Touki. « Comment saviez-vous » rugit-il. « Où sont-elles, bordel? Allez-vous me dire ce qui se passe ici ?» Touki se dégagea puis s'éloigna de lui. À notre tour, nous allâmes jeter un coup d'œil dans la Mercedes. Il régnait une douce chaleur, mais sans doute plus pour très longtemps. Le voyant d'essence était allumé. La grosse voiture était vide. À l'arrière, sur le plancher, traînait une poupée, et un anorak d'enfant était posé sur le dossier de la banquette. Touki cacha son visage dans ses mains, puis il disparut. Lumley l'avait empoigné et jeté dans la neige. Il était livide et comme fou. Sa bouche grimaçait comme s'il avait mordu dans quelque chose d'amer dont le goût tenace lui collait au palais. Il pénétra dans la voiture et s'empara de l'anorak. « L'anorak de Francie » murmura-t-il. Puis, tout fort, il meugla. « L'anorak de Francie !» Il se tourna vers nous, tenant le vêtement par la petite capuche bordée de fourrure. Il me dévisagea, incrédule. « Elle ne peut pas être sortie sans son anorak, monsieur Booth. Pourquoi mais elle va mourir de froid !» Monsieur Lumley. Il s'éloigna d'un pas incertain, tenant toujours l'anorak. « Francie! Janie! Où êtes-vous? Où êtes-vous ?» Je tendis la main à Touki pour l'aider à se relever. « Comment tu te sens ?»« T'en fais pas pour moi. Il faut qu'on le ramène, Booth. » Nous nous lançâmes à la poursuite aussi vite que nous le pûmes. Nous étions retardés par la neige qui par endroits nous arrivait à hauteur de hanche. Mais comme il s'était arrêté, nous le rejoignîmes bientôt. « Monsieur Lumley » commença Touki en lui posant la main sur l'épaule. « Par là » fit Lumley. « Elles sont parties par là, regardez !» Nous baissâmes les yeux.
Ici, le terrain faisait une petite dépression, et le plus fort du vent passait au-dessus de nos têtes. Nous distinguâmes des traces de pas laissées par un adulte et un enfant. Peu à peu, la neige les comblait. 5 minutes plus tard, elles auraient été effacées. Lumley s'apprêtait à suivre la piste, tête baissée, mais Touki le rattrapa par le bras. « Non, Lumley, non !» Le poing brandi, Lumley tourna vers Touki un visage furieux. Mais face au regard de Touki, il l'abaissa. Il nous dévisagea. « Elle va mourir de froid !» s'exclama-t-il, comme s'il s'adressait à deux gosses bornés. « Vous ne comprenez pas. Elle n'a même pas son anorak sur elle et Francie n'a que 7 ans. » « Elles peuvent se trouver n'importe où, » lui répondit Touki. « Cette piste ne vous mènera nulle part. À la prochaine rafale, elle aura disparu. »« Et vous, qu'est-ce que vous suggérez ?» hurla Lumley, gagné par l'hystérie. « Si nous allons chercher la police, elle aura 1000 fois le temps de mourir de froid. Francie et aussi ma femme. »« Elles sont peut-être déjà mortes, » répliqua Touki. Ses yeux plongèrent dans ceux de Lumley. « De froid, ou pire encore. »« Que voulez-vous dire ?» articula Lumley. « Continuez, nom de Dieu !»« Monsieur Lumley, il y a quelque chose à Jérusalem Slot. » Mais ce fut moi qui finis par prononcer le mot. Ce mot qui n'avait jamais osé sortir de ma bouche. Des vampires, monsieur Lumley. Jérusalem Slot est plein de vampires. Et maintenant, essayez d'avaler ça. Il me regardait comme s'il avait devant lui un petit homme vert. « Des cinglés » murmura-t-il. « Une vraie paire de cinglés ?» Nous ignorant, il mit ses mains en porte-voix devant sa bouche et hurla. « Francie! Janie !» Il s'élança dans la neige. Je me tournai vers Touki. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On le suit, répondit-il. Avec ses cheveux saupoudrés de neige, il avait effectivement l'air un peu dingue. On ne peut pas l'abandonner à son sort, Booth. Tu ne crois pas ? Non, sans doute pas. Nous le suivîmes dans la tourmente, aussi vite que nous le permettaient nos vieilles jambes. Mais il gagnait sans cesse sur nous. Il avait la jeunesse pour lui, vous comprenez. Les yeux fixés sur les empreintes, il fonçait dans la neige comme un taureau. Mon arthrite commençait à me faire souffrir 1000 morts, et tout en regardant mes jambes, je les suppliais mentalement. « Allez, encore un peu, juste un peu plus loin, allez, bon sang, avancez !» Je butais dans Touki qui, les pieds écartés, s'arc-boutait pour lutter contre une rafale. Il avait la tête inclinée et les 2 mains pressées contre sa poitrine. « Touki, m'enquis-je, ça ne va pas ?»« Si, ça va, » répondit-il en faisant retomber ses mains. « Ne le lâchons pas, Booth, et quand il n'en pourra plus, on parviendra à le raisonner. » Nous franchîmes une petite butte et tout en bas, nous aperçûmes Lumley qui désespérément cherchait de nouvelles traces. Pauvre homme, le vent balayait l'endroit où il se trouvait et aucune empreinte n'aurait pu rester visible plus de 3 minutes. Alors, vous pensez, 2 heures. Il leva la tête et hurla dans la nuit. « Francie! Janie, pour l'amour de Dieu !» Le désespoir et la terreur que trahissait sa voix ne pouvaient qu'inspirer la pitié. Il n'obtint pour toute réponse que le mugissement du vent qui semblait se moquer de lui et lui dire « Je les ai emportés, monsieur du New Jersey, avec votre voiture toute neuve et votre pardessus en poil de chameau. Je les ai emportés, j'ai effacé leurs traces et demain, je vous les rendrai aussi impeccables et gelés que de fraises dans un congélateur. »« Lumley !» hurla Touki, tentant de lutter contre le vacarme du vent. « Écoutez, vous vous foutez des vampires, des fantômes ou tout ce que vous voudrez dans ce genre, mais sachez au moins cela, vous ne faites que leur rendre les choses pires encore, il faut que nous allions. » Mais alors, il y eut une réponse. Une voix surgit des ténèbres, semblable au tintement de petites cloches d'argent, et une épée de glace transperça mon cœur. « Jerry, Jerry, c'est toi ?» Puis elle apparut, émergeant tel un fantôme, des ombres projetées par un petit bosquet. C'était une femme de la ville et, ma foi, c'était la plus belle femme qu'il m'eût jamais été donné de voir. J'éprouvai soudain le besoin de la rejoindre, de lui dire combien j'étais heureux qu'elle fût saine et sauve. Elle portait un gros vêtement de laine, je crois qu'on appelle ça un poncho. Il flottait autour d'elle, et sa sombre chevelure ruisselait dans le vent. Sans doute avais-je fait un pas dans sa direction, car je sentis la main de Touki se poser sur mon épaule.
J'étais subjugué par cette femme si belle, si mystérieuse, dans son poncho vert que le vent agitait autour de ses épaules. J'étais subjugué par cette femme dont le charme étrange et exotique évoquait une créature échappée d'un poème de Walter de la Mare. « Janie !» appelait Lumley. « Janie !» Les bras tendus, il se frayait un chemin dans la neige. « Non !» hurla Tookie. « Non, Lumley !» Il ne nous gratifia même pas d'un coup d'œil. Mais elle le fit. Elle nous jeta un regard moqueur et sourit. Je sentis mon admiration, ma fascination se muer en horreur. Aussi froide que la tombe, aussi blanche et silencieuse que des os dans un suaire. Mais d'où nous étions, nous distinguions la lueur rouge et triste qui brillait dans ses yeux, des yeux moins humains que ceux d'un loup. Et lorsqu'elle souriait, nous constations combien ses dents avaient poussé. Elle n'avait plus rien d'un être humain. Cette chose était une morte qui, au cœur de la sinistre tempête, on ne savait comment, était revenue à la vie. Tookie fit un signe de croix dans sa direction. Elle eut un mouvement de recul, puis nous sourit à nouveau. Nous étions trop loin et peut-être trop effrayés. « Il faut empêcher ça, murmurai-je. »« Trop tard, Bouffe !» fit Tookie d'un ton lugubre. Lumley était parvenu tout près d'elle. Lui-même ressemblait à un spectre, enveloppé de neige qu'il était. Il tendit le bras, puis se mit à hurler. La vision de cet homme criant comme un enfant en plein cauchemar entra longtemps mes rêves. Il essaya d'échapper à son étreinte, mais ses longs bras nus, blancs comme la neige, l'attirèrent à elle. « Booth !» prononça Tookie d'une voix rauque. « Nous ne devons pas rester ici un instant de plus !» Et nous nous mîmes à courir. À fuir comme des rats, nous accuseraient certains. Mais il ne nous accompagnait pas cette nuit-là. Nous remontâmes à toute allure notre propre piste, tombant, nous relevant, dérapant et glissant. Sans cesse, je regardais par-dessus mon épaule pour voir si cette femme nous suivait, ce même sourire aux lèvres, cette lueur rouge dans les yeux. Nous n'étions plus très loin de la scout quand Tookie se plia en deux, les mains plaquées contre sa poitrine. « Tookie !» fis-je, alarmé. « Qu'est-ce qui... le cœur ?» souffla-t-il. « Ça fait au moins 5 ans qu'il me fait souffrir. Aide-moi à monter, Booth. Prends le volant et foutons le camp d'ici. » Je parvins à le traîner jusqu'à la voiture et à le faire asseoir sur le siège. Il rejeta la tête en arrière et ferma les yeux. Son visage avait pris une teinte cireuse. Je contournai en courant le capot de la voiture et faillis heurter une petite fille de plein fouet. Elle se tenait là, debout, près de la portière, ses cheveux nattés et ne portant en tout et pour tout qu'un petit bout de robe jaune. « Monsieur, fit-elle d'une voix claire et au perché, aussi fraîche que la rosée du matin, est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver ma maman? Elle est partie et j'ai tellement froid. »« Mon chéri, répondis-je, tu ferais mieux de monter dans la voiture. Ta maman... » Ma voix se brisa. Jamais de ma vie je ne m'étais senti aussi près de m'évanouir. Elle se tenait là, debout, mais n'effleurait qu'à peine la neige, et ses pieds n'avaient laissé aucune empreinte. Alors elle me dévisagea, Francie, la fille de Lumley. Elle avait 7 ans et les conserverait pour l'éternité. Son petit visage était d'une transparence spectrale, ses yeux deux puits de rouge et d'argent dans lesquels on aurait pu se noyer. Et sur son cou je distinguais 2 traces de piqûres, grosses comme des têtes d'épingle au milieu de 2 cernes horribles. Elle me tendit les bras en souriant. « Prends-moi dans tes bras, monsieur, dit-elle doucement. Je voudrais te faire un bisou et comme ça tu m'emmèneras chez ma maman. » Je ne voulais pas, mais je ne pus m'en empêcher. Je me penchai pour la prendre contre moi. Je vis sa bouche s'ouvrir et je vis les petits crocs pointés hors du cercle rose de ses lèvres. Quelque chose coula sur son menton, brillant, argenté, et avec un sentiment d'horreur ténu, lointain, je me rendis compte qu'elle salivait. Ses petites mains se refermèrent autour de mon cou et je me dis, peut-être que ça ne sera pas si terrible, peut-être que passé un moment, ce ne sera plus si horrible. Puis quelque chose jaillit de la scout et atteignit la fillette en pleine poitrine. Il y eut une bouffée à l'étrange odeur, un bref éclair, et elle recula en sifflant. Son visage se tordit en un masque de rage, de haine et de douleur.
Elle recula jusqu'au bas-côté, puis disparut. Elle était là, et l'instant d'après, il n'y avait plus qu'un petit tas de neige, à la forme vaguement humaine. Puis le vent l'éparpilla dans les champs. « Bouf !» haleta Touki. « Dépêche-toi maintenant !» Et c'est ce que je fis. Mais avant, je pris le temps de ramasser ce qu'il avait lancé sur cette petite fille satanique. C'était la vieille Bible de sa mère. Cela se passait il y a quelque temps déjà. Maintenant je suis un rien plus vieux, et à l'époque je n'étais déjà plus un jeunot. Herb Tucklander s'en est allé il y a 2 ans. Il est mort paisiblement dans son lit. Le bar existe toujours. Il est tenu par un couple venu de Waterville. Des gens sympathiques qui l'ont conservé tel quel. Mais je n'y vais plus très souvent. Ce n'est plus pareil maintenant que Touki n'est plus là. Rien n'a changé non plus à Jerusalem Slot. Le jour suivant, le shérif découvrit la voiture de Lumley. Le réservoir vide, la batterie à plat. Ni Touki ni moi ne pipâmes mot. À quoi cela aurait-il servi? Et de temps à autre, un autostoppeur ou un campeur disparaît par là-bas, près de Schoolyard Hill, ou du côté du cimetière de Harmony Hill. On retrouve son pactage ou bien un bouquin, mais le type, jamais. Cette nuit de tempête passée là-bas hante encore mes rêves. Ce n'est pas tant l'image de la femme qui me poursuit que celle de la petite fille me tendant les bras pour que je la prenne et reçoive son baiser. Mais je suis vieux et bientôt viendra le temps où plus aucun rêve ne me tourmentera. Peut-être aurez-vous un jour l'occasion d'aller faire un tour dans le sud du Maine. C'est un joli coin. Peut-être même vous arrêterez-vous au Touki's Bar. L'endroit est agréable. Videz votre verre et filez directement vers le nord. Quoi qu'il en soit, évitez à tout prix la route qui mène à Jerusalem Slot, surtout après la tombée de la nuit. Il y a là-bas une petite fille qui attend toujours qu'on vienne l'embrasser et lui souhaiter le bonsoir. C'était Gracchus raconte, lisant du Stephen King. Si tu as écouté cette épouvantable histoire jusqu'au bout, tu peux laisser en commentaire « Monsieur King » pour flatter l'algo. Tu peux aussi t'abonner, poser un pouce. Il y a beau geste et ça mange pas de pain. Merci pour l'écoute.